Le 1er juin 2009, 2h14 du matin, un Airbus A330 avec 228 personnes à bord envoie son dernier message automatique. Une minute plus tard, plus rien. Silence radio, silence radar, silence total. Il va falloir vraiment 2 ans, 2 années pour retrouver l'épave au fond de l'océan Atlantique, à 4000 mètres de profondeur, et quand les enquêteurs vont enfin comprendre ce qui s'est passé dans ce cockpit, ils vont halluciner. Parce que ce crash, c'est pas une bombe, c'est pas une tempête, c'est pas un avion qui explose en plein vol, c'est 228 personnes qui meurent à cause de 46 secondes de confusion totale dans un cockpit. Et aujourd'hui, je vais tout vous raconter minute par minute. Pour comprendre comment on en arrive là, il faut revenir quelques heures plus tôt à Rio de Janeiro. 1er juin 2009, 19h29 heure locale, le vol de Air France 447 décolle en direction de Paris. À bord, 216 passagers, 12 membres d'équipage. C'est un vol de routine, plus de 4000 fois parcouru par Air France sur cette liaison. Et l'appareil, c'est un Airbus A330-203. C'est un des avions les plus modernes et les plus sûrs du monde à l'époque, aux commandes 3 pilotes. Parce que le vol dure plus de 11 heures. Le commandant de bord, il a 2 copilotes qui vont se relayer durant le vol. C'est une information qu'il faut prendre en considération car elle est vraiment importante. Et le problème qu'ils vont rencontrer, c'est la route. Ce vol, il traverse ce qu'on appelle la zone de convergence intertropicale. C'est une zone connue de tous les pilotes long courriers pour ses orages monstrueux et ses turbulences violentes, mais surtout, un phénomène météo que personne ne prend encore assez au sérieux à l'époque. Et spoiler, ce phénomène, ça va devenir le personnage principal de cette histoire et il va tenir dans un tube de 15 cm. Cet orage, ce phénomène de givrage dont je viens de vous parler à l'instant, avant d'y retourner, il faut que je vous dise un truc qui va sûrement vous mettre en colère. En fait, c'était pas une surprise, pas du tout. Air France était au courant. Entre 2003 et 2009, on recense 32 incidents similaires de givrage de sondes dans le monde. Rien qu'en 2008, Air France en a connu 5 sur sa propre flotte. 5 en quelques mois. Le syndicat des pilotes d'Air France avait même déposé un rapport quelques mois après le crash, disant que la catastrophe aurait pu être évitée si les sondes elles avaient été changées plus tôt. Le remplacement du modèle défectueux était déjà prévu, mais pas encore fait sur cet avion précis. Bon, maintenant qu'on sait que l'alerte existait déjà, revenons à cette nuit du 1er juin. Sur le nez d'un avion, il y a des petits tubes qui dépassent, qu'on appelle les sondes pitot. Leur job, c'est de mesurer la vitesse de l'avion en captant la pression de l'air. Sans elles, l'ordinateur de bord ne sait plus à quelle vitesse il vole, et ça emmène à un crash, justement. Et cette nuit-là, l'avion il traverse une zone de très haute altitude, très froide, avec des cristaux de glace en suspension. Ces cristaux, ils viennent obstruer les sondes pitot, et le résultat en quelques secondes, l'avion perd ses indications de vitesse. Et sans vitesse fiable, le pilote automatique fait ce qu'il est censé faire, il se déconnecte. Il se dit, je ne sais plus piloter cet avion en sécurité, en fait c'est à vous de prendre la main, les humains directement. Sauf qu'à ce moment précis, c'est le copilote le plus jeune, le plus inexpérimenté sur ce type de situation, qui va tenir les commandes. Alors voilà comment ça part en vrille, seconde par seconde, 2h10 du matin. L'alarme a retenti dans le cockpit, le pilote automatique il s'est déconnecté. Bonin, il va annoncer qu'il a les commandes et il va faire l'erreur qui va coûter la vie à 228 personnes. Il va tirer le manche vers lui et faire cabrer l'avion. Cabrer, ça veut dire faire monter le nez de l'avion vers le ciel, vous l'aurez bien compris. Sauf que quand un avion de ligne perd de la vitesse en altitude, la dernière chose à faire c'est de monter. En fait, il faut piquer pour redescendre et reprendre de la vitesse. Et Bonin, il a fait l'inverse. Et ce qui est glaçant, c'est qu'on retrouve dans les échanges du cockpit une fois la boîte noire décodée, Bonin il lâche à un moment, j'ai plus le contrôle de l'avion, je n'ai plus le contrôle de l'avion du tout en fait. Et quelques secondes plus tard, le commandant revient. Il va demander ce qu'ils sont en train de faire, et Robert y répond, on a perdu complètement le contrôle de l'avion, on ne comprend plus rien, on a tout essayé. Et pendant ce temps, Bonin, il va continuer de tirer le manche vers lui. Donc en fait, l'avion continue de cabrer finalement. Le vrai piège, c'est que sur un Airbus, les 2 manches ne sont pas reliées physiquement comme sur un Boeing. Le commandant, quand il revient dans le cockpit, ne peut pas voir avec ses yeux que son copilote est en train de cabrer l'avion à fond. Imagine la scène, un avion qui tombe du ciel depuis plus d'1 minute, et personne dans ce cockpit ne prononce ne serait-ce qu'une fois le mot décrochage. L'avion, il était monté à plus de 1500 mètres d'altitude, l'air était devenu trop fin,
les moteurs ne pouvaient plus compenser, l'Airbus décroche. Il perd totalement sa portance et commence à tomber, à plat, comme une feuille qui tombe sur un arbre. Il va chuter pendant plus de 3 minutes. Les toutes dernières secondes de l'enregistrement, ce sont Robert qui va lâcher « on va s'écraser, c'est pas possible ». Et derrière, Bonin va demander « en fait, qu'est-ce qui se passe ?» Et le commandant, qui va prononcer les derniers mots captés par la boîte noire, va dire « 10 degrés d'assiette, 10 degrés d'assiette ». Et une seconde et demie plus tard, l'enregistrement s'arrête net. L'avion vient de percuter l'océan Atlantique à environ 280 km/h. Avant de repartir sur la partie enquête, je voulais prendre un moment pour vous rappeler qu'on vient de parler de 228 personnes. C'est pas juste un dossier technique, il y avait 32 nationalités différentes à bord, avec une majorité de Français et de Brésiliens. C'était des familles qui rentraient de vacances, des professionnels en déplacement et des enfants. C'est important de vous le rappeler pour que vous puissiez prendre conscience de qui étaient ces personnes et surtout qu'on ne doit pas les blâmer ou encore les juger. Il faut tout de même mettre un point d'honneur sur cette information. Au total, 12 membres d'équipage étaient aussi à bord, 3 pilotes et 9 membres du personnel de cabine. C'est facile d'oublier, en racontant une histoire technique, qu'il y a eu des vies derrière chaque minute de ce récit. Mais c'est en pensant à ces 228 personnes que les enquêteurs vont s'acharner pendant des années à comprendre ce qui s'est réellement passé. Le lendemain du crash, on va retrouver des débris et des corps à la surface de l'océan, mais l'essentiel, c'est les boîtes noires, et elles sont au fond de l'océan par plus de 3900 mètres de profondeur. Et là, il y a une véritable chasse au trésor macabre qui commence. Au total, 4 campagnes de recherche sous-marine pendant près de 2 ans, avec des sous-marins autonomes capables de scanner les fonds de l'Atlantique. En mai 2011, presque 2 ans après le crash, les boîtes noires sont enfin repêchées. Et c'est seulement là que le puzzle va pouvoir se reconstituer complètement. Parce qu'en fait, c'est grâce aux boîtes noires qu'on va pouvoir tout reconstituer et savoir là où il y a eu un problème, à quel endroit, et ce qui a été dit justement par les commandants de bord, le copilote, etc. 3 ans après le drame, le rapport final du BEA va sortir en juillet 2012 pour être précis. Sa conclusion, ce n'est pas une cause, c'est un enchaînement. Un problème technique, puis le givrage des sondes. Enfin, tout ça combiné à une formation insuffisante des pilotes sur la gestion manuelle à haute altitude, avec une ergonomie des alarmes jugée trompeuse. Autrement dit, l'avion a eu un petit problème technique de rien du tout, et les humains, en voulant bien faire, ont transformé ce petit problème en une catastrophe. À savoir, c'est important, Air France et Airbus seront tous deux mis en examen pour homicide involontaire, en sachant que Air France est la compagnie et Airbus est le constructeur de l'avion directement. Mais le procès pénal, lui, va mettre plus de 10 ans à s'ouvrir. Le premier procès ne commencera qu'en octobre 2022, soit 13 ans après le crash, et le verdict en avril 2023 va choquer les familles des victimes. Le tribunal correctionnel de Paris relaxe purement et simplement Air France et Airbus. Aucun lien de causalité certain, selon la justice, entre leur faute éventuelle et l'accident. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer la scène, des familles qui attendent depuis 13 ans et qui repartent du tribunal sans aucun responsable pénal. Certaines familles ont même parlé d'un jour de honte et de deuil. Le 21 mai 2026, 17 ans après le crash, la cour d'appel reconnaît finalement Air France et Airbus coupables d'homicide involontaire. C'est un revirement complet par rapport au premier procès, et je vais vous mettre l'extrait à la fin des avocats pour que vous puissiez vraiment comprendre la décision qui a été émise. Autrement dit, il aura fallu 17 ans, 2 procès et l'énergie des familles qui n'ont jamais lâché l'affaire pour qu'un tribunal reconnaisse une part de responsabilité pénale des 2 entreprises. Air France et Airbus, de leur côté, ont annoncé se pourvoir en cassation. Donc en fait, l'histoire judiciaire n'est peut-être même pas encore totalement terminée. Ce crash, il a tout changé dans l'aviation civile. Air France, ils ont procédé au remplacement complet des sondes pitot sur l'ensemble de la flotte. Et la consigne, elle s'est ensuite généralisée à l'échelle de l'industrie. Les procédures de formation des pilotes sur le pilotage manuel à haute altitude ont toutes été revues en profondeur. Et les avions long courriers embarquent maintenant des systèmes de transmission de données en temps réel. Tout ça pour éviter qu'un avion puisse à nouveau disparaître pendant 2 ans. Au total, 228 personnes sont mortes cette nuit-là. Et si l'aviation civile est aujourd'hui l'un des moyens de transport les plus sûrs au monde, c'est en grande partie à cause de tragédies comme celle-ci qui ont forcé toute une industrie à se remettre en question. Je vais vous mettre en description l'adresse où est situé le mémorial de la F447. C'est au Père-Lachaise à Paris. N'hésitez pas à aller regarder la description. Comme convenu dans la vidéo, je vous mets un court extrait de la décision qui a été émise à la suite du pourvoi en cassation. Je vous laisse écouter le témoignage. Ils ont rendu une décision claire. Les sociétés Airbus et Air France sont pleinement reconnues responsables
et coupable de la tragédie survenue le 1er juin 2009, entraînant le décès de 228 personnes. Alors la prochaine fois que vous montez dans un avion et que vous entendez ce petit bip quand le pilote automatique se déconnecte, vous savez ce qui peut se passer derrière la porte du cockpit et vous savez surtout que chaque règle de sécurité qu'on applique aujourd'hui ont souvent été écrites avec le sang d'un drame comme celui-ci. Et moi je vous laisse me dire en commentaire si vous connaissiez déjà cette histoire. Abonnez-vous, likez et partagez si vous voulez qu'on continue à évoquer ce genre d'histoire et surtout à les décortiquer ensemble. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Double V. Allez, ciao.